Donc, personnellement, ce que je voudrais dire sur la météo d'abord, par rapport au sujet de ce soir, c'est qu'on est en plein dans le sujet de la météorologie, en ce sens que, hormis la discipline météorologique, la météo n'est pas une science, la météo est une discipline, hormis la discipline, le travail de météorologue est un travail qui est déclaré officiellement sécurité des biens et des personnes. Voilà notre mission. Donc on est dans une mission presque identique, tous les deux. Elle ne se traduit pas sur le terrain par la même chose, mais c'est vraiment la mission des services météorologiques, la sécurité des biens et des personnes. Alors moi, dans ma carrière, j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est que je suis arrivé à une époque où la météo cherchait à avoir des spécialistes en aéronautique, puisque un des premiers clients dans ce domaine de la sécurité des biens et des personnes, c'est l'aéronautique. Pas un avion ne se trouve en l'air sans une protection météorologique, et vous retrouverez sur pratiquement tous les terrains les stations météorologiques. Il n'y a pas un terrain aéronautique où il n'y a pas une station météorologique. Et donc j'ai eu cette chance-là, et Météo France cherchait des gens compétents dans ce domaine et nous a proposé en formation professionnelle les brevets de pilote, ce que j'ai fait. Donc j'ai passé tous les brevets de pilote en formation professionnelle et j'ai eu la chance de voler beaucoup. Et ça a été la première partie de ma vie météorologique, ça a été l'assistance aéronautique, même assez poussée, puisque j'ai fait aussi du vol à voile, j'ai travaillé pour l'escadre de chasse à Nancy, et puis j'ai fait des championnats de vol à voile, des championnats du monde de vol libre. Bon, ça m'a occupé pas mal. Donc voilà, j'ai quelques connaissances dans ce domaine. Et puis après, en bon stéphanois d'origine que je suis, le poste de délégué départemental de Météo France s'est ouvert dans la Loire. Et ben, j'ai dit, Saint-Étienne, c'est chez moi, je reviens. Donc je suis revenu dans la Loire. Et là, ben, toujours pareil, sécurité des biens des personnes. On a travaillé avec la préfecture, avec le SDIS, avec la DDE 42 pour la viabilité hivernale. Vous voyez que la météorologie, c'est pas obligatoirement l'image qu'on en a de prévoir le temps pour savoir si on met un maillot de bain, un pull ou une petite chemisette. C'est pas ça notre mission. La mission de la météorologie, c'est vraiment la sécurité des biens et des personnes. J'insiste volontairement ce soir. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus. Après, c'est le jeu des questions et des réponses. Et je vais passer la parole à Jérôme. Très bien, merci beaucoup. C'est bon, tout le monde m'entend bien. Ben, merci, mesdames, messieurs, de m'accueillir. Merci. Je découvre un petit peu votre activité. Je suis relativement content d'être avec vous. J'espère être à la hauteur des questions multiples que vous pouvez avoir. Effectivement, pour nous présenter en deux mots, je suis donc commandant au SDIS 42 après avoir commandé une dizaine d'années la compagnie de la Métard, pour le centre de secours de la Métard, sur Saint-Étienne. Je suis aujourd'hui à la direction en charge de la prospective et du développement. Alors ce sont des mots qu'on utilise souvent. Pour synthétiser en une phrase, disons que j'essaye de voir dans l'avenir, dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui viennent, comment pourrait être le service départemental d'incendie et de secours, en prenant en compte les enjeux dont les évolutions climatiques font partie, puisque le feu de forêt, c'est une conséquence directe, puisque les inondations, c'est l'actualité et c'est une conséquence directe, puisque les coups de vent, puisque la neige, puisqu'un certain nombre de choses qui nous obligent à nous préparer peut-être de manière différente aujourd'hui et surtout dans les 5-10 ans qui viennent, construire un service d'incendie et de secours qui réponde à ce type d'enjeux qui sont un petit peu nouveaux. Donc voilà aujourd'hui mon travail. C'est un travail parfois un petit peu abstrait, de projection, et qui demande un petit peu un peu d'intuition et de recherche. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Et puis j'ai une autre activité qui est une activité liée au monde associatif. Il y a quelques années de ça, une douzaine d'années de ça, avec quelques sapeurs-pompiers, on a créé une ONG qui est Pompiers Humanitaires Français, donc je suis le président. Et qui regroupe pas que des sapeurs-pompiers, donc déjà ça c'est très important, qui regroupe beaucoup de spécialités, qu'elles soient dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine, on a des maires qui sont avec nous, je parle sous le contrôle de Laetitia, notre coordinatrice de programme, mais tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a une multitude d'activités et de professions au sein de Pompiers Humanitaires Français. L'objectif de notre ONG, c'est de porter assistance et d'appuyer les systèmes de protection civile. Alors, nous avons un volet urgence, puisque l'équipe d'urgence est alertable en permanence. C'est-à-dire que
En gros, dans les 48 heures qui suivent une crise majeure où on a l'impression que l'on pourra faire quelque chose et porter assistance, eh bien l'équipe est engagée. Donc dans les 48 heures qui suivent, ça demande un petit peu d'organisation. On projette un premier échelon assez rapidement qui vient en appui des autorités locales, des populations locales. Donc voilà, c'est pour ça qu'on était sur le cyclone Ava la semaine dernière, avec la mission d'urgence, et je suis rentré il y a 2 jours de Madagascar, après avoir, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, participé à l'organisation des secours, puisque c'est une zone que l'on connaît très bien pour y travailler depuis longtemps. Et on fait un travail collaboratif avec les autorités locales intéressant. Le deuxième volet de Pompiers Humanitaires Français, c'est l'assistance au système de protection civile, ce que l'on appelle couramment les programmes de développement durable, même si ce terme a ses limites aussi. Donc on intervient pour aider au développement, on intervient... alors j'aime bien dire, on intervient de manière relativement transversale, c'est-à-dire que l'aspect pyramidal de l'action internationale que l'on peut constater sur certaines structures qui viennent en appui avec l'impression d'avoir la connaissance et d'arriver un petit peu comme des seigneurs et puis transmettre cette connaissance. Voilà, on n'est pas du tout dans cette démarche. Alors souvent, je préfère le dire d'entrée. C'est très transversal chez nous, c'est-à-dire que la compétence, elle est partout. On estime simplement que parfois, on est en capacité d'apporter le petit coup de pouce qui permet à la situation de se débloquer, qui permet de faire avancer les choses. Mais voilà, la compétence, elle est partout. Nous, on s'appuie beaucoup sur des compétences à l'étranger. Tous nos médecins sont formés sur les maladies tropicales par des médecins d'Afrique. Donc l'échange se fait très naturellement. Voilà, donc on a une antenne permanente à Bamako sur le Mali qui fonctionne très bien malgré des conditions relativement difficiles. Dernièrement, j'étais il y a 1 mois et demi sur le Mali avec là un séminaire autour des évolutions climatiques et des mouvements de population aussi liés aux événements climatiques, puisqu'on prend en compte ce type de problématique, les transferts de personnes, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Voilà, on ouvre sur le Sénégal. J'y serai d'ici 1 mois. Je serai sur le Sénégal là on travaille sur la gestion opérationnelle et le commandement, c'est-à-dire l'organisation des secours en cas de crise, en développant des référentiels locaux. Ça, c'est aussi très important. Il n'est pas question de transférer ou de transposer les référentiels, les valeurs, les compétences acquises ici pour dire, voilà, ça c'est le schéma que j'ai chez moi et je l'amène et c'est le schéma que vous aurez chez vous. On ne fonctionne pas du tout comme ça. On fonctionne vraiment sur des appuis besoins, c'est-à-dire que on prend du temps pour comprendre quels sont les besoins locaux, pour identifier des experts sur place. Et avec eux, on construit des référentiels. Là, on travaille sur un référentiel africain sur la gestion des crises. Croyez bien que moi, j'y suis. On a mis autour de la table un certain nombre d'experts des Nations Unies, de différents pays africains. Et c'est ensemble qu'on construit un référentiel qui correspond exactement aux problématiques locales. Ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur. On ne transpose pas des systèmes français ou occidentaux dans des systèmes africains, ça ne marche pas. De la même manière, l'inverse ne marche pas non plus. Mais donc on s'attache beaucoup à développer des systèmes appropriés et spécifiques. Donc voilà, on ouvre en Guinée-Conakry aussi, et puis sinon on fait de l'appui en Côte d'Ivoire, en Centrafrique. On travaille, la particularité c'est qu'on travaille aussi dans des contextes difficiles. On était en Centrafrique là, dans un contexte relativement compliqué avec une protection en permanence, une protection armée pour conduire nos opérations. Donc on a la particularité aussi de travailler dans des zones de combat et de travailler, quand c'est possible, dans des zones plutôt exposées. Donc voilà, pour la présentation, c'est bien. Je reviendrai bien évidemment, si vous le souhaitez, sur tout ça. Je suis à l'écoute de toutes vos questions. J'espère pouvoir y répondre. Nous, ça sera essentiellement factuel, ce que l'on a constaté sur le terrain et au fil du temps. Et puis, merci encore une fois de me recevoir ce soir. Je vais juste faire un commentaire derrière de ce que tu viens de dire. C'est que au niveau de la météorologie n'a pas le même comportement au niveau des tropiques et des pays africains qu'elle a en Europe occidentale, dans les pays dits tempérés.
Donc c'est une chose qu'il faut bien comprendre en météorologie. Et ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que nous avons, nous, en Europe occidentale, une météorologie extraordinairement clémente et douce. On n'a pas de phénomène météorologique important. Et c'est pour ça que quand on entend souvent des gens se plaindre du temps qu'on peut avoir en France, c'est sans commune mesure avec les phénomènes météorologiques qui peuvent arriver dans les pays auxquels tu as fait référence au niveau des tropiques. On en reparlera. Donc il faut bien en être conscient. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Alors, qui va poser la première question? À Jean ou à Jérôme? Oui. Juste en introduction par rapport au titre, à partir de quel moment on qualifie d'extrême un phénomène météorologique extrême? Ah, c'est déjà une très bonne question. Je serais tenté de dire que la notion de phénomène météorologique extrême rejoint le phénomène de la crise. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on considère que c'est une crise? Et souvent, la notion d'extrême va nous rattacher à une notion de crise. Et qu'est-ce que la crise? La crise, c'est à mon sens l'inadéquation entre les besoins et les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, les besoins sont largement supérieurs aux moyens qu'on est capable de mettre en face, et c'est souvent un peu la définition que l'on a de la crise. Et effectivement, quand le phénomène météo est extrême, ça conduit souvent à un chaos qui est assimilable à une crise, où là, on a une perte de repères, on a une perte des systèmes vitaux, une perte des énergies, et c'est souvent comme ça qu'on définit la crise. Et si on continue au bout dans sa résolution, on parle de la résilience, puisque la résilience d'une population, c'est sa capacité à revenir à minima au niveau qui était celui avant la crise. Donc voilà, la notion de la résilience de la population, peut-être qu'on y reviendra beaucoup, mais elle est liée aussi à qu'est-ce qu'un événement extrême. Parce que, comme tu le disais, on n'a pas les mêmes phénomènes météo, mais on n'a pas du tout la même résilience non plus. C'est-à-dire quelque chose qui serait extrême chez nous peut être quasiment un micro-événement ou un non-événement dans certains autres pays où la population dispose d'un niveau de résilience bien plus élevé qu'à niveau occidental. Je voudrais dire aussi que sur le plan physique pur et dur, les phénomènes dits extrêmes sont des phénomènes qui mettent en jeu des quantités d'énergie absolument phénoménales. Des choses dont on a difficilement conscience dans la vie de tous les jours. Et puis pour citer un petit exemple de l'évolution du comportement des populations vis-à-vis de la météorologie, si je prends le cas français avec les cartes de vigilance qui sont censées prévenir des phénomènes qui ne sont pas encore extrêmes mais qui sont importants. Lorsque Météo France a mis en place ces cartes de vigilance, c'était au départ une classification des phénomènes par leur importance. Et c'est devenu petit à petit une classification des phénomènes par l'effet qu'ils produisaient sur la population. Et on a vu évoluer les cartes de vigilance, notamment sur la neige. Au départ, les chutes de neige étaient classées comme des phénomènes tout à fait normaux, classiques, habituels, et ils ne rentraient presque pas dans les cartes de vigilance, même si les chutes étaient conséquentes. Et maintenant, la moindre petite chute de neige fait passer la carte de vigilance en France en zone orange, parce que le comportement des populations a changé. Une nouvelle question? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que les fréquences de ces événements dits extrêmes est plus élevée, d'une part, et surtout d'autre part, est-ce que c'est peut-être lié au réchauffement climatique? Je vais répondre en premier sur ce sujet, puis je te passe la parole après. Deux choses différentes. La climatologie et la météorologie, ce n'est pas la même chose. La météorologie, c'est le déroulement des phénomènes chaotiques de l'atmosphère les uns après les autres, qui sont sans arrêt variables et dont leur variabilité change sans cesse. La climatologie, on en a d'ailleurs une idée fausse, c'est
l'aspect général de ce que peut prendre à un endroit donné, précis, ces phénomènes météorologiques. Ça se traduit par une moyenne, vous en avez tous entendu parler, et des normales aussi. Ne prenons pas le mot normal comme ce qui doit être normal. La normale, c'est défini, c'est une moyenne sur 30 ans, d'une année 10 à la 30e année, 10 plus loin. En un mot, la dernière normale auquel on fait référence, c'est 1990 à 2010. C'est une valeur moyenne. Ça ne veut pas dire qu'il soit normal d'atteindre cette valeur. Et les médias jouent à volonté avec ce mot-là, en vous faisant croire que dès qu'on n'est pas sur cette ligne-là, ben les choses ne sont plus normales. Ce qui est normal, c'est d'être au-dessus ou en dessous. Et la climatologie, c'est de définir les extrêmes. Et c'est là que je reviens. C'est de définir les extrêmes. Donc il est normal au sens littéraire du terme que le temps varie dans des extrêmes de part et d'autre de ces valeurs moyennes. Tout ça, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on constate dans l'évolution du climat ou ce qu'on appelle aussi le dérèglement climatique? Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que la valeur moyenne des paramètres, notamment de la température, s'oriente globalement vers le haut, ainsi que le rail des éléments extrêmes. C'est-à-dire qu'on a plus des éléments élevés, mais on a toujours des éléments très bas. L'ensemble de ces rails, qui seraient définis avec une valeur centrale moyenne, est en train de s'orienter vers le haut. Quant à la fréquence des événements, c'est trop tôt pour le dire. On n'a pas le moyen de classer encore, d'avoir une population d'événements extrêmes assez vieille pour dire qu'on a une augmentation ou pas. Les modèles le laissent prévoir, ce n'est pas une certitude encore. Par contre, on sait que les rails et l'énergie mise en jeu, des événements vient de la différence d'énergie entre les pôles et l'équateur, c'est en train de varier et ça se retrouve dans les phénomènes météorologiques chaotiques. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu sur la... J'aurais pas fait mieux. Voilà, je ne sais pas ce que je dois rajouter par rapport à ça, qui est effectivement une approche technique qui conduit peut-être à une tendance. Nous, sur le terrain, on constate effectivement un certain nombre d'événements majeurs, mais y compris en local. Comme je le disais tout à l'heure, mon premier métier aujourd'hui, c'est d'imaginer l'organisation des services d'incendie et de secours de demain. Et on constate un certain nombre de choses. On ne faisait pas de feux de forêt majeurs comme on l'a fait au mois de janvier en Corse. Aujourd'hui, on a une problématique d'inondation très importante sur la Seine, enfin sur là et d'autres endroits. On a des coups de vent très importants. On a des phénomènes, on commence à parler de tempêtes majeures, limite cyclone, des choses qu'on entendait très peu. Et notre choix, si peut-être développer un petit peu par rapport à ça, je reviens un petit peu à cette notion de résilience, parce qu'on peut subir les événements climatiques avec une évolution constatée, mais on se rend compte aussi que de plus en plus, on peut être chacun à son niveau dans la chaîne de la réponse. Et donc, une des pistes que nous, on étudie dans l'organisation des secours, au-delà du département, mais même à l'échelon national, c'est comment associer chaque citoyen pour en faire un acteur de la chaîne des secours. Et ça, c'est très important parce que à l'ampleur des phénomènes et à leur répétition, eh bien, il faut qu'on mette en face peut-être une nouvelle organisation et que chacun devienne acteur de sa propre sécurité. Je me permets ça, c'est pas un message que je passe, mais c'est simplement un axe de travail que l'on a actuellement. Alors, d'où il est né, il n'est pas forcément né de l'évolution du climat, parce qu'à court terme, il est né du risque attentat. Très clairement, depuis quelques années, moi, pour beaucoup travailler sur ce risque-là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que les gens ont constaté que des fois, on se trouve un petit peu démunis face à des attaques extrêmement violentes et qu'il y avait un besoin de pouvoir apporter une réponse individuelle qui conditionnera bien souvent la qualité de la réponse globale. Donc les gens se sont dit, il faut que je me forme aux gestes de premier secours, il faut que je sois un citoyen beaucoup plus engagé, beaucoup plus au courant. Donc en fait, on a profité un petit peu, le terme n'est pas adapté, mais vous me comprenez,
on a utilisé un petit peu cet élan du citoyen à vouloir devenir un citoyen engagé pour dire ok, donc formation 80% des classes d'âge à l'école formées aux gestes qui sauvent, formation de référents de citoyens, de choses comme ça, pour que les gens soient plus acteurs de leur propre sécurité. Et ça rejoint un petit peu, je me suis un petit peu éloigné, mais ça rejoint un petit peu ça, de dire oui, on constate des phénomènes climatiques qui peuvent être impactants, et ceci en nombre, et peut-être de plus en plus impactants, mais on constate aussi une population qui a le souhait de prendre peut-être un petit peu plus son destin en main et d'apporter un peu plus de solutions, mais aussi de se dire, eh bien, j'ai un niveau de tolérance ou un niveau de résilience qu'il faut améliorer de façon à ce que l'impact, puisqu'on définit l'extrême par rapport à l'impact, et que l'impact finalement soit moins violent. Et nous, plus on aura des citoyens capables de se dire, bon, ben, quand je sollicite un service de secours, c'est vraiment parce que j'ai pris le temps d'essayer d'enlever l'eau qui est dans ma salle à manger, et quand il y en a ça, peut-être que chacun est capable de le faire, sans pour autant solliciter des services extérieurs qui peuvent se concentrer, eux, sur des notions d'urgence. Voilà, c'est toute cette problématique qu'on est en train de travailler, pour qu'ensemble, chacun à son niveau de responsabilité et d'implication et d'engagement citoyen, on puisse améliorer la chaîne globale du secours. Voilà, c'est une particularité. Je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à la météorologie. Il faut bien prendre conscience qu'on ne peut rien contre les phénomènes météorologiques violents. Les énergies en cause sont trop importantes et on ne peut rien. Et par contre, après, on peut se mettre ensemble pour essayer de résoudre les problèmes qu'ils ont causés, voire prévoir ces problèmes-là. Contre le phénomène météorologique, on ne peut rien. Alors, je pensais à une chose pendant que je t'écoutais, c'est que je me disais qu'un des bons côtés, s'il y en a un, de l'évolution du climat dont on parle beaucoup, c'est que ça a enfin fait prendre conscience aux gens qu'il y avait des phénomènes météorologiques pour lesquels vraiment il fallait se prémunir, non pas contre le phénomène lui-même, mais dans sa vie de tous les jours. Et ça couvre aussi bien l'aménagement du territoire, les constructions, enfin bref, le comportement personnel. Et ça serait peut-être le bon côté du fait qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique et de l'évolution du climat en ce moment. Par rapport aux phénomènes extrêmes, fréquents, ceux qui se répètent comme les avalanches ou les inondations, il n'y a pas des dispositifs justement pour empêcher les gens de construire dans ces lieux ou d'avoir des habitations adaptées à ce genre de lieux qui a des risques fréquents, quoi. Avant de donner la parole à Jérôme, je fais juste un commentaire. Ceux que vous avez cités ne sont pas des phénomènes extrêmes, sont des phénomènes tout à fait classiques, mais qui, parce que justement le comportement humain n'est pas encore rentré dans la prévention de ces phénomènes-là, pose des problèmes et crée des problèmes sur la population. Mais une avalanche, c'est un phénomène tout à fait normal qui se produit tous les hivers dans toutes les montagnes, de même que les inondations. Il y a des moments où il pleut pas. Sécheresse ou inondation, dans certaines limites, sont des phénomènes normaux. Par contre, effectivement, l'aménagement du territoire, et je te donne la parole. Oui, alors l'aménagement du territoire, c'est une responsabilité de nos élus par rapport à ça, et effectivement, elle se base beaucoup sur l'étude qui peut en être faite. Et c'est vrai que quand on constate que depuis très longtemps, il n'y a pas eu de phénomène d'inondation ou de phénomène majeur, même si le terme n'est pas adapté, eh bien, on a tendance peut-être à ouvrir, sans jeu de mots, le robinet des permis de construire. Donc là-dessus, c'est très difficile pour moi de répondre. Simplement, c'est pas toujours si simple. Je vais citer par exemple, j'ai travaillé moi sur Chamonix, beaucoup sur le risque avalanche notamment, et c'est pas toujours simple parce que un couloir d'avalanche identifié dépend beaucoup de la quantité de neige, la poursuite de la coulée et sa longueur n'est pas toujours simple. J'ai eu l'occasion, moi, de travailler sur l'avalanche du Tour, pour ceux qui s'en rappellent, en 99, avec 18 morts. L'avalanche a traversé le village, a emporté des chalets. C'était des chalets qui étaient là, pas depuis 5 ou 10 ans, avec un nouveau lotissement dont le permis avait été grassement accordé par le maire. C'était pas ça, c'était des fermes qui avaient 300 ans et qui étaient là, et ça avait jamais coulé à cet endroit-là, et ça a emporté l'intégralité des chalets. Donc c'est très difficile. Bien sûr, il faut gérer ça par rapport à toute la connaissance technique que l'on a.
Mais c'est pas toujours si simple. Et le deuxième exemple que je voudrais citer, c'est un travail que l'on fait sur deux endroits, sur Bamako, sur les bords du Niger, puisque le Niger traverse la ville de Bamako, mais surtout sur un secteur qui s'appelle Brickaville, donc à Madagascar, sur la côte est de Madagascar, qui est traversé par un fleuve très important. Et là, il n'est pas question de gestion au sens où on l'entend, et donc on a très régulièrement des gens qui s'installent le plus près possible du fleuve, avec de l'habitat léger, et parce que c'est facile pour le commerce, c'est facile pour circuler sur le fleuve, pour aller jusqu'à la ville, etc. Et en fait, ces gens-là sont relativement habitués à ce qu'il y ait des phénomènes de montée des eaux. L'habitat est léger, quand ils voient que ça commence à monter, ils ont des systèmes d'organisation par quartier, avec même des endroits où il y a des jauges, hein, on vient tracer, on vient regarder comment c'est. L'organisation sociale est prête à répondre à ce type de choses. Et ils construisent au bord de l'eau, sans aucune autorisation bien sûr, mais ils surveillent ce qui se passe, et très régulièrement, une fois tous les 2 ou 3 ans, l'eau monte, les gens s'en vont, les maisons elles partent, l'eau redescend, on reconstruit les maisons. Et finalement, il y a assez peu de victimes, parce que, et pour autant il n'y a pas de gestion de l'occupation des sols, mais parce qu'il y a une surveillance, il y a une habitude, et puis voilà, on est sur de l'habitat léger, et donc ça passe, et puis on reconstruit. C'est pour ça la notion de la résilience est très importante. La semaine dernière, nous on a constaté ce type de phénomène, et 2 jours après, je n'allais pas dire que la vie était revenue normalement, mais 2 jours après on reconstruit, on est dans la phase active, hein, on n'est pas dans une phase subie, dans une phase on ne sait pas quoi faire, on est dans une phase préparée. Donc on sait que ça peut arriver, on sait que ça va arriver, on a conscience que ça va nous arriver, et à court terme, on surveille, on s'en va, les maisons partent, on reconstruit. Donc voilà, c'est un autre système d'organisation, mais encore une fois, j'insiste beaucoup sur la notion de la résilience, mais ce sont des populations complètement adaptées à ce risque, et qui est pourtant défini parfois comme un risque très important. Je voulais savoir, par rapport à l'effet de résilience dont vous parlez, vous disiez qu'en France, ça a changé, ça a, entre guillemets, un peu diminué, parce qu'on voit les choses différemment par rapport au phénomène météorologique. Est-ce qu'on l'a constaté, cet effet de résilience qui est moindre en France, est-ce qu'on l'a constaté ailleurs en Europe ou pas ? Alors, c'est difficile, hein. Disons que globalement, dans les pays développés, occidentaux ou dans les pays développés, on a la particularité d'avoir un État plutôt jacobin, et d'avoir finalement une présence au quotidien, quand on a besoin de n'importe quoi, d'avoir la capacité de le demander, et souvent de l'avoir. Donc ça, c'est une particularité d'un pays développé. C'est souvent ce qui caractérise un pays développé. C'est aussi, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est aussi son lien qu'il a avec l'État, avec un État qui est plutôt dans un État qui tend la main, hein, voilà. Et du coup, effectivement, ça conduit à individuellement ne pas sentir la nécessité, ne plus avoir le besoin de s'organiser et de faire jouer ses capacités propres, qu'elles soient en termes d'organisation ou en termes individuels. Donc on a assisté effectivement à une baisse de la capacité de réponse individuelle et collective au profit de systèmes organisés. Nous, on constate par exemple aujourd'hui, sans rentrer dans des statistiques très fines, on fait à peu près 75% des opérations des sapeurs-pompiers dans la Loire, mais en France, sont du secours à personne. L'incendie représente entre 9 et 11% en zone urbaine de l'activité des sapeurs-pompiers. Et sur les 75% de secours à personne que l'on fait, on estime en zone urbaine que 50% sont de l'assistance. C'est-à-dire, socialement parlant, c'est pas de l'urgence, mais c'est parce que il n'y a pas d'autres ressources parfois, c'est parce que les autres services ne sont pas forcément là pour répondre, c'est parce qu'il y a une détresse individuelle qui est très forte, hein, il y a beaucoup... voilà. Et donc, nous, on a constaté ça très clairement, on a constaté, et on se pose d'ailleurs très clairement la question. Aujourd'hui, je vais faire ça de manière synthétique. Aujourd'hui, nos personnels sont des gens que l'on forme pour lutter contre les incendies, sont des spécialistes qui finalement passent 80% de leur temps opérationnel sur des situations d'assistanat social. C'est très bien, c'est important.
mais se pose une vraie question d'efficience et d'optimisation de la compétence, puisque aujourd'hui on fait appel à des gens spécialisés et pour des choses où on n'aurait pas forcément besoin de gens spécialisés. Encore une fois, je respecte beaucoup les missions sociales, hein, c'est une approche un peu technique, mais on se pose vraiment la question pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser différemment. Alors un seul exemple, il existe aujourd'hui des associations agréées de sécurité civile, la Croix-Rouge, la Protection civile. Ce sont des citoyens qui, de manière bénévole, on revient à ce qu'on disait, s'engagent, et ce sont des gens qui sont tout à fait habilités et prêts à prendre en charge une partie peut-être de ce volet social. On réfléchit à ça. On réfléchit à se dire, eh bien, si on impliquait encore plus directement les citoyens à travers des associations organisées pour justement participer de manière encore plus active à la chaîne des secours. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais effectivement, on essaye d'inverser la tendance et avec un certain nombre de dispositions et de réflexions. Un petit clin d'œil par rapport à ce sujet. Et on a fait beaucoup de viabilité hivernale et j'ai fait pas mal de formations dans ce domaine. Et à l'heure actuelle, dès qu'il neige, vous allez voir sortir des camions avec des saleuses et on va saler à tour de bras. Sachant que jamais le sel n'a servi à faire fondre la neige ni à déneiger, on ne fait ça uniquement, et les services de ex-DDE ou préfectoraux ne font ça uniquement que parce que les gens veulent voir quelque chose qui se passe pour eux et qu'il faut à tout prix faire quelque chose. Et ça a même pour effet, cette méthode incomprise et mal employée, de provoquer du verglas. C'est-à-dire que là où on n'aurait pas eu de verglas, où il y aurait de la neige, il suffit de l'enlever. La neige, il faut l'enlever. Et le problème du salage, c'est un autre problème qu'on ne va pas détailler ici maintenant. Eh bien non. Et moi, j'ai souvenir d'une réunion en préfecture, où je vous la fais très courte, où le préfet a dit au DDE, après nos interventions, ben écoutez, vous faites sortir les saleuses. Si effectivement, sur le plan physique, il ne faut pas saler, ok, vous ne salez pas, mais vous faites comme si, il faut que les gens vous voient. Et donc, c'est un petit clin d'œil par rapport, mais qui est bien dans la ligne de notre société. Et à l'heure actuelle, on balance des tonnes et des tonnes et des tonnes de sel qui ont pour seul effet de pourrir nos rivières et de servir à rien sur les routes. Oui, moi tout à l'heure, je voulais répondre par rapport à votre exemple d'inondation à Madagascar. Moi, je pensais à quelque chose d'un peu similaire. C'est en matière d'éruption volcanique. Bon, ce qui s'est passé à Bali, par exemple, le volcan Agung. On a déplacé les populations, mais enfin, pour autant, les populations suivent les consignes et puis, de toute façon, vont réintégrer leurs habitats dès qu'il n'y aura plus le risque. Voilà. Mais bon, ils s'adaptent à ce phénomène-là. Ils ont vécu dans cette chose-là. Et puis, vous avez raison, il y a aussi une forme d'acceptation du risque climatique qui n'est pas forcément la nôtre. C'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement, de toute façon, ça va arriver. Alors, nous, on a tendance à être un peu en colère. Mais pourquoi ça arrive? Pourquoi il neige? Alors que là, l'approche, je pense que l'approche de l'événement climatique de ces populations n'est pas tout à fait la même. Ils considèrent plus que nous que ça fait partie de la vie, je crois. Et que du coup, il me semble que leur approche est un petit peu différente par rapport à ça. Oui, vous avez raison. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler au Mexique, dans le sud du Mexique, sur les pans d'un volcan qui était plutôt actif. On travaillait dans des écoles et en fait, on peignait sur le mur de la cour que faire si le volcan, sous forme d'image, donc s'enfuir, etc. C'était une fresque un petit peu comme ça en peinture pour que les enfants comprennent un petit peu ce qui se passait et puis s'imprègnent un petit peu de ça. Mais après, c'est difficile de bouger une population. Ce sont des gens qui ont des terres, ce sont des gens qui exploitent la terre, c'est leur seule ressource. Et quand on arrive, on leur dit faut pas rester là parce qu'il y a un volcan. Et on dit oui, mais bon, ça fait 5 générations qu'on est là, il s'est jamais rien passé. Voilà, donc c'est pas toujours simple. Le mouvement de la population conduit souvent aussi à la misère. C'est un phénomène sur lequel on a travaillé notamment sur la tranche subsaharienne. Bon, hormis la guerre et les déplacements de population liés à ça, il y a aussi le phénomène climatique qui fait que les gens se déplacent et se retrouvent vraiment sous assistance complète. C'est-à-dire que
on les déracine au sens quasiment propre du terme. Plus de biens, plus de terrain, plus de troupeaux, et du coup ce sont des gens qui basculent dans l'assistance et qui n'en sortiront plus. La réinsertion est très compliquée derrière, et en fait, effectivement, on conduit à des gens comme ça, quoi. Après, on vient perfuser. Oui, les moyens sont là, surtout dans la partie subsaharienne, parce que c'est l'actualité, mais ce sont des gens qui sont sans avenir dans ce domaine-là. Ouais. Oui, je voudrais passer, si c'est possible, un petit peu à l'aspect philosophique. J'ai été sensible à ce que vous avez dit, que quand il y a des chutes de neige maintenant, on considère ça, c'est assez comme ça va? Oui. Une chute de neige, on la considère comme anormale, dès qu'elle dépasse quelques petits flocons. Ici, dans la Loire, beaucoup se rappellent que c'était normal, qu'on ait quelques dizaines ou mètres de neige, et chacun prenait la pelle, on débrouillait devant soi. Donc la première chose, c'est qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui comme normal, alors que vous avez tout à fait raison, de dire que, je dirais, c'est l'anormal qui doit être normal. C'est-à-dire il faut s'attendre à ce qu'il y ait des phénomènes qui passent hors statistique, mais c'est le deuxième point. Est-ce qu'on est vraiment préparé à ça? On a, quand je dis on, c'est, j'ouvre les guillemets français moyen, mais je n'aime pas cette expression, c'est la personne qui compte sur l'État. Il n'y a qu'à. Parfois, ils sont bien là, que ce soit les pompiers. Dans quelle mesure donc, on critique, mais on ne s'engage pas pour faire quelque chose. Vous voyez, on compte un petit peu trop sur les autres. Et de ce côté-là, enfin, ce n'est pas des phénomènes extrêmes, mais ce qui s'est passé au Japon en 1911, quand il y a eu l'incident de Fukushima, la manière dont les Japonais ont réagi à cette circonstance exceptionnelle, chez nous, ça aurait été la débandade. S'il y avait une centrale Cruas ou autre, on vidait tout Lyon. Bon, vous voyez le nombre de morts sur la route, etc. Donc, habituer nos concitoyens à ce que, je dirais presque quand même, en faisant de la philosophie, que la mort, c'est normal. Donc, à un moment donné, il faut accepter l'inattendu, la catastrophe, mais il faut, s'y préparer, l'admettre mentalement, et deux, dans quelle mesure la solidarité joue et non pas l'égoïsme. Alors je vous remercie, c'est effectivement ça. Je crois que, sans vouloir faire d'exagération, ces populations, la vie c'est un combat. C'est-à-dire qu'ils sont en mode combat quasiment tout le temps. Donc quand il arrive un ennemi encore différent que celui de la faim ou celui de l'insécurité liée aux armes, eh bien on y est plus préparé. J'en suis certain aujourd'hui, et vous avez raison, mais ça c'est plus philosophique, le prix de la vie est un petit peu différent, on est sur une autre approche, voilà. Mais vous avez raison, je crois qu'ils sont en mode combat et qu'ils sont capables de se dire, de toute façon, si je réagis pas, il n'y a personne qui va venir. Donc il faut être en capacité de répondre. Et puis après, il y a quel niveau de tolérance par rapport aux événements extérieurs on a. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, on est tous pareils. Dès que ça vient perturber un petit peu notre fonctionnement dit normal et nos priorités qui sont parfois toutes relatives, eh bien on se sent tout de suite affecté. On se dit mais personne ne fait rien pour que ça cesse. Et on a peut-être tendance, et je m'inclus dans tout ça, je ne suis pas moralisateur du tout dans mon discours, on a peut-être tendance à oublier que la première des réponses, c'est peut-être nous qui pouvons l'apporter. Voilà, alors encore une fois, c'est pas mon domaine, la philosophie, mais c'est juste une approche un peu du terrain. Mais je crois que mais il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience actuelle, il y a une vraie demande. Nous, on le voit, les systèmes d'alerte mis en place pour les inondations, les systèmes d'alerte aux populations, les plans communaux de sauvegarde, les organisations communales, ça marche mieux. Et ça marche mieux. Il y a une sorte de prise en compte qui est liée à un certain nombre d'événements qu'on a évoqués tout à l'heure et de critères, mais ça va mieux. Ça va mieux et on en est tous ici les témoins aussi, puisqu'on s'intéresse à la chose et que c'est sûrement une première prise de conscience et qui précédera certainement une première capacité à répondre, certainement dans de meilleures conditions.
sur le plan météorologique, vous avez fait allusion à la neige. Je ne peux pas m'empêcher de dire un petit mot. Il est normal qu'il neige à Saint-Étienne. Les Stéphanois connaissent ça depuis la nuit des temps. Et dans le temps, était très, très réactif avec la neige. Espérons que ça va revenir, puisqu'il y a eu... Mais on a quand même vécu à Saint-Étienne un phénomène exceptionnel. C'est pour ça que je voulais le dire. Autant j'ai expliqué qu'il est normal qu'il y ait des hivers, il neige pas. C'est le déroulement chaotique du temps. On a quand même vécu en novembre, fin novembre, je ne sais plus si c'est 81 ou 82, un phénomène qui, sur le plan physique, était exceptionnel, qui est un orage qui a débuté en fin d'après-midi avec une température entre 4 et 6 degrés et qui, pendant la première moitié de la nuit, a donné des chutes de neige avec des flocons gros comme des soucoupes et qui a donné en 4 heures ou 5 heures 60 cm de neige sur toute la ville. Neige avec une densité énorme puisqu'entièrement constituée d'eau, sous forme de flocons très, très denses en eau, parce que la température était de 4 degrés au départ, elle est restée à 2 degrés, avec une isothermie à 2 degrés sur plus de 2000 mètres d'altitude, avec un cumulonimbus qui a donné des éclairs et tout ça, ce qui a donné aux Stéphanois des impressions de fin du monde, puisqu'il y avait des éclairs dans les chutes de neige. Comme il y avait beaucoup d'eau, ça se transformait en tout bleu, et on en a parlé très longtemps à l'époque. Et ça, c'était vraiment un phénomène météorologique exceptionnel. Tout le reste était des phénomènes normaux, habituels, on va dire. Oui. J'ai conscience qu'il y a des différences culturelles dans différents milieux par rapport à différents phénomènes, mais est-ce qu'il y a une étude qui est faite en fonction de ces différentes régions pour voir quels sont les outils qu'ils ont chacun trouvé pour le faire partager avec d'autres pays ou d'autres régions? Est-ce qu'il y a un partage de connaissances comme C'est effectivement... merci de me poser cette question parce que c'est aussi une grande partie de nos activités. On a eu l'occasion d'organiser différents séminaires, soit à Saint-Étienne. La ville de Saint-Étienne est assez impliquée dans ce domaine-là. Il faut savoir que il y a une préparation des astres et des plans qui sont relativement bien élaborés. Et on a eu l'occasion, en partenariat avec la ville de Saint-Étienne, d'accueillir 7 ou 8 délégations étrangères sur une semaine ici pour évoquer justement ce type de problématiques. Et chacun, par le biais d'ateliers, par le biais, c'était pas des conférences où c'était pas du face-à-face dit pédagogique ou pas d'ailleurs, mais c'était vraiment sous forme d'ateliers et c'est très concret. Moi, il y a 1 mois et demi, on a organisé un séminaire sur Bamako, pareil, il y avait 5 ou 6 pays qui étaient représentés. L'objectif de la semaine, c'était d'échanger autour de nos manières de faire. Il y avait un représentant de la gestion des crises de la ville de Saint-Étienne, qui est M. Salim Kiel, et qui travaille beaucoup dans ce domaine-là, qui était avec moi, et on a travaillé avec d'autres pays sur... voilà, le Mali a une problématique en plus de transformation liée au combat. Le Sénégal a une problématique plus d'inondation, plus parfois aussi de gestion du tourisme, avec des bases touristiques, avec là aussi des choses à prendre en compte. On a travaillé avec la Guinée-Conakry, avec là aussi des densités de population très élevées. Voilà, donc il y a effectivement des échanges qui se mettent en place et nos actions sont beaucoup là-dessus, sur l'échange, sur des référentiels communs adaptés. Aujourd'hui, il y a des spécialistes des inondations qui travaillent sur le Mali, sur Bamako, parce qu'avec le fleuve Niger qui monte, qui n'arrête pas de monter et descendre, eh bien, il y a des spécialistes sur la réponse qui sont très performants. Moi, j'ai souvenir, c'est presque une anecdote, mais nous, on présentait ça, on disait, le Furan est monté, on a déplacé 300 personnes en préventif et tout ça. Et on passe la main à mon collègue qui travaille aux Nations Unies mais qui est à Bamako. Il dit nous on a eu à peu près la même chose mais on en a déplacé 250 000. Voilà, donc on dit toi je crois que c'est toi l'expert. Voilà. Oui. Donc on parle beaucoup du lien entre les populations et les phénomènes climatiques sur la manière dont les choses sont vécues. Je me demande quand même s'il n'y a pas une différence majeure entre les populations qui vivent au plus près de la nature avec cette idée que oui, il y a une inondation, c'est normal, la maison est détruite, on la reconstruit. Et puis une culture un petit peu plus matérialiste, voilà, on perd la voiture, on perd la maison, on perd tout ça. Tout le côté médiatique qui engendre aussi un phénomène de peur qui probablement est entretenu et alimenté.
Et puis quand même, le point sur lequel je voulais vous questionner, c'est la prédictibilité du phénomène climatique. Et je voudrais revenir sur Fukushima. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, donc je vous pose la question, que il avait été prévu que potentiellement, il pourrait y avoir un jour quelque chose qui se passerait dans cette zone-là. Voilà. Et que la centrale nucléaire avait été construite en fonction de ça. Sauf que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ce qui avait jamais été prévu dans les calculs. La question que je me pose quand même, c'est en quoi est-ce que l'homme n'a pas une espèce de prétention, mais détestable à l'endroit de la nature, à penser qu'il peut aller mettre une centrale nucléaire dans une zone où elle risque d'être détruite. Je veux dire, c'est quand même jouer avec le feu, hein. Alors, Fukushima, c'est pas un accident nucléaire, c'est un tsunami. C'est de la géologie, c'est pas de la météorologie en fait, hein, c'est de la géologie. Mais un tremblement de terre, lorsqu'il se produit en mer, provoque une vague un peu similaire à ce que provoque un cyclone, ce qu'on appelle une marée de tempête. Lorsqu'un cyclone arrive, il provoque une vague devant lui et qui est souvent très dévastatrice. Notamment au Bangladesh. Bon, on parlera peut-être. Les tsunamis ne sont pas prévisibles, les tremblements de terre ne sont pas prévisibles. La centrale nucléaire était sûrement, ça je ne sais pas, je ne suis pas compétent dans les normes, mais le tsunami a fait 26 000 morts. Je crois que la centrale nucléaire, liée à l'accident nucléaire, il y a eu 2 ou 4 morts, je crois. Oui. Bon, mais voilà, donc c'est pas... sur la prédictibilité des phénomènes, peut-être qu'on en dira un mot sur la météorologie dans le sujet de notre conversation, sur la prévision, parce que prédictibilité, j'aime pas trop ce mot, je préfère prévision. On en dira un mot, la prévision n'empêche pas la survenance, ce que je dirais comme ça. C'est où, comme ça c'est bon. C'est une question de sous, comme toujours. Hein. TEPCO aurait pu très bien construire la centrale plus loin. D'accord ? Tout le monde voit le Japon, la grande côte, là, qui fait 10 km, puis après la montagne. On aurait grimpé la centrale à simplement 15 mètres de haut, bah, il n'y avait pas de problème. D'accord ? Mais ça coûte. Il fallait tirer des tuyaux. Voilà, tout simplement. Mais voyez, en paradoxe, à côté de ça, j'insiste pour dire que les Japonais, après, ont été exemplaires. Je ne dis pas le gouvernement japonais, hein, mais les Japonais, la manière dont ils ont réagi à l'événement, chapeau. C'est un autre sujet. Oui, peut-être sur le début de votre question, de votre intervention, je pense que effectivement culturellement il y a une différence, c'est que nous, je pense qu'on essaye de chercher une responsabilité, et c'est ça souvent qui fait un petit peu la différence, c'est-à-dire qu'on cherche un responsable. Parce qu'il y a sûrement un responsable, c'est obligé qu'il y ait un responsable et c'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui va résoudre ça. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, je n'ai pas d'approche philosophique, mais et ça c'est sûrement une différence culturelle, de dire, eh bien, on ne recherche pas forcément dans ces pays-là, dans d'autres pays, en Afrique ou ailleurs, on ne cherche pas forcément une responsabilité. Et du coup, on balaye cette phase de qui est responsable pour être tout de suite dans la phase, on se relève. Voilà, et je crois que c'est peut-être ça la différence. Que, voilà. Moi, c'est vrai qu'après, en termes de prédictabilité, c'est vrai que c'est un terme qui est dur à dire. Hein. J'ai assisté, moi j'étais sur le tsunami en Indonésie, hein, j'étais sur Sumatra pendant 3 semaines, 3 jours après le tsunami en 2005. Donc là, on peut parler d'événements plutôt extrêmes, majeurs, 250 000 morts sur la zone. Voilà. Donc, et pourtant, c'est une zone où là, je pense qu'on ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer parce qu'on est sur un événement d'une ampleur extrême et avec des conséquences et des choses. Alors, on parle d'une centrale et de sa capacité à moi, j'ai vu une prison. Donc, je peux vous dire que là-bas, elles sont bien montées, les prisons. Hein. C'est monté costaud, c'est bien rempli. On ne sait pas forcément pourquoi on y est, mais en tout cas, c'est bien monté. Mais rasé, la dalle. Plus rien que la dalle de base de la prison. Voilà. Et ça, à 300 mètres de la mer. Donc, voilà. Donc, c'est effectivement là-dessus, sur des phénomènes dont on ne perçoit pas du tout la possibilité. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a eu un tremblement de terre en Alaska
à 10 km de profondeur, 8,2 de mémoire. Hein, je crois que c'est 8,2. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein, je parle sous ton contrôle. Ce qui s'est passé ce matin, c'est exceptionnel. Ce qui en fait la différence, c'est que c'était dans une zone où à 100 km, il n'y a personne. La même chose qui s'est passée ce matin, la même chose dans une zone urbanisée, c'était le tremblement de terre du siècle. Voilà. Donc, mais d'ailleurs, justement, comme c'est arrivé ce matin, je peux vous dire que nous, on a échangé ce matin pour se dire, attention, un phénomène comme ça peut entraîner d'autres choses dans les jours qui viennent. Mais voilà, donc on était sur un phénomène extrême encore ce matin. Oui, il me vient un chiffre juste très court par rapport sur un phénomène tout à fait naturel. 1970, c'est pas vieux, hein, beaucoup de nous étaient nés déjà à cette époque. 1970, un cyclone qui est passé au large de l'Inde à Bangladesh avec une marée de tempête de 6 mètres, 500 000 morts. 500 000 morts. Juste quelques mots sur ce que Estelle a dit. En fait, non, il y a eu une erreur pour Fukushima. On savait qu'il y avait déjà eu des tsunamis avec des vagues bien plus hautes que ce pourquoi le mur qui avait été fait était préparé. Il y a eu une grosse erreur. C'était pas du tout un phénomène exceptionnel qu'on n'avait jamais vu dans cette région du Japon. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport à la nature, enfin au droit de la nature par rapport à l'homme. C'est que, alors c'est plus vieux certes, mais à Lisbonne, de mémoire en 1756, on n'appelait pas ça un tsunami à l'époque, mais le raz-de-marée, il y a eu le tremblement de terre, puis après le raz-de-marée qui a balayé les 3/4 de la ville, quoi. Il n'y a plus que la partie qui était en hauteur, sur l'une des collines, qui est restée. Voilà. Merci. Une question par rapport au phénomène qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui on a quand même une fascination par rapport au côté spectacle de la nature extrême, qui fait qu'il n'y a pas du tout la même relation aujourd'hui au phénomène extrême qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Avant, c'était un titre dans un journal, quelquefois une semaine après, et on donnait des chiffres avec beaucoup de zéros et ça touchait personne. Je caricature un petit peu, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, on est dans une société où on vit en direct les phénomènes extrêmes, où on nous montre des gens qui sont sur des ponts quand il y a des crues, où les journalistes sont toujours aux premières loges là où ils ne devraient pas être. Et on est dans une fascination qui change quand même aussi. Et est-ce que cette fascination, c'est pas aussi ce qui peut créer les problèmes par rapport à un changement de rapport par rapport à la nature et par rapport à ces phénomènes-là, quoi. Ce qui me vient à l'idée personnellement, je te laisse la parole après, c'est que on pourrait croire que ça va engendrer une connaissance des phénomènes naturels, parce que la météorologie est un phénomène naturel, comme la géologie et les tremblements de terre. Et c'est plutôt le côté du spectacle, la médiatisation, et les médias en rajoutent sans arrêt. Si je ferais une liste des mots employés par les médias qui ont pour seul effet d'amener de l'eau au moulin, du sensationnel, tout ça, et à l'heure actuelle, c'est devenu un vrai spectacle, quand on n'est pas dedans. Il n'y a que celui qui a les pieds dans la gadoue bon, je suis poli, mais qui trouve pas le spectacle marrant. Mais effectivement, donc c'est une évolution de notre société qu'on connaît bien avec... voilà ce que j'avais envie de dire. Je te passe la parole et après on donnera la parole à Alexandra pour qu'elle nous fasse ses livres de la librairie de Paris. Merci. Alors c'est très intéressant parce que pour revenir un petit peu en termes de prospective, nous, l'impact réseaux sociaux sur la gestion opérationnelle, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont veillés en permanence en salle de commandement. C'est-à-dire qu'en parallèle de toutes les infos qu'on peut avoir qui remontent du terrain, on veille le fil de l'eau sur grand écran, Facebook, etc., tous les réseaux sociaux. Et on s'informe en direct de ce qui se passe. Et parfois, on a des images
avant le terrain, nos organisations, on a des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, la prise en compte, la prise en compte du phénomène des réseaux sociaux, c'est vraiment une priorité aujourd'hui. Et sur intervention, on forme nos officiers à prendre en compte ça. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui filment, on forme nos personnels à dire attention, vous êtes filmés en permanence. Vous êtes filmés en permanence et d'une image, les médias avec qui sont nos partenaires, parce qu'ils font, chacun fait son travail, mais on forme nos personnels des positions d'équipiers jusqu'aux positions d'officiers supérieurs à se dire vous êtes filmés en permanence. Et tout ce que vous pouvez faire peut être analysé. Les images, elles vont circuler plus vite, voilà. Et donc les conséquences de ça, c'est que le préfet, j'espère qu'il n'est pas là, c'est que le préfet, eh ben il a, voilà, mais c'est pas grave, il a ça, tiens, il a une info, il y a un feu sur Saint-Étienne, il regarde, il voit des photos, et il appelle en salle de commandement, il dit vous avez des infos sur le feu? Il dit bah non, pour le moment, officiellement, on n'a pas de retour et tout ça. Je dis, bah, écoutez, moi je vous en voulais, non? Et donc on se heurte parfois dans la chaîne de la remontée où nous, la donnée doit être fiabilisée. On travaille beaucoup sur la notion de la fiabilité de la donnée. On ne balance pas d'infos comme ça pour dire monsieur le préfet, il y a 15 morts, 20 morts, 30 morts, alors que on ne sait pas, on n'est pas sûr. C'est très compliqué. Les bilans humains notamment sont des choses à manipuler avec beaucoup de précision et circulent sur la toile, circulent partout. Des bilans, les médias qui ne savent pas balancent des médias. Et c'est très compliqué pour nous parce que on est toujours en mode comparateur. Aujourd'hui, notre autorité de référence, c'est pas la seule donnée, c'est pas nous qui la donnons. Il y en a justement beaucoup. Et c'est laquelle la bonne? Voilà. Et donc on se heurte, c'est une autre problématique, mais en gestion de crise, on se heurte beaucoup à la multitude des données et à leur fiabilité. Bonsoir. Alors moi, je suis partie vraiment sur l'extrême des phénomènes météorologiques, avec une grande dimension littéraire ce soir. Je vous dis, je suis partie vraiment sur le tragique. Alors, en fait, là, donc c'est Gilles Brien aux Éditions de l'Homme, voilà, qui essaie de détricoter un peu le vrai du faux sur les discours des médias, etc., assez alarmistes sur le climat, sur les climato-sceptiques, enfin voilà. Quand on parle de changement climatique, de quoi on parle, et les catastrophes climatiques, de quoi on parle. Ensuite, je me suis intéressée à la question justement de l'impact sur les populations, parce qu'on nous dit qu'actuellement, il y a des communautés, des sociétés qui vont devoir en fait se réfugier ailleurs que sur leur territoire. Donc voilà, on est parti sur une analyse. C'est un collectif aux éditions Belin sur l'organisation en fait du déplacement des populations. Toujours dans le même sujet, là sur une dimension un peu plus géopolitique, aux presses de Sciences Po, voilà, plusieurs chercheurs qui s'intéressent aussi. Donc tous les documents qui sont présentés ici ont moins de 5 ans. Je suis restée sur des documents assez récents. Bon, j'ai continué. L'avantage de celui-ci, c'est qu'en plus, il est bilingue. Donc, on peut s'inquiéter aussi en anglais. Toujours, bon, c'est bien de se dire que c'est catastrophique, mais comment on va s'adapter? Parce que ça ne sert à rien de se lamenter. Effectivement, il y a un moment où il faut aussi évoluer. Donc, avec le CNRS, voilà, quelles sont aujourd'hui les évolutions, l'adaptation des populations? Ce texte-là vient de sortir aux éditions Actes Sud, qui est un éditeur qui est très engagé sur les questions environnementales. Donc là, on est plus quand même sur une réflexion philosophique, voilà, et qui se questionne aussi sur les climato-sceptiques, sur le fait que beaucoup de personnes, dont un ministre de la Culture, nous avait dit que non, le climat ne change pas. Voilà. Pourquoi, en fait, du moins l'être humain occidental doute? Comme c'est notre avenir, il faut aussi intéresser les enfants à la question. Toujours chez Actes Sud, un petit documentaire qui s'appelle Le Climat. C'est la collection à très petits pas, donc c'est expliqué très simplement pour des enfants des 6-7 ans sur les phénomènes climatiques, les changements, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, ensuite, je suis partie là plus sur une dimension littéraire parce que, bon, sur le scientifique, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est quand même un sujet qui passionnait voilà, depuis très longtemps. Celui-ci est remarquable parce qu'en fait, c'est un livre qui a été publié en 1966
Il me semblait pas en fait qu'on s'inquiétait déjà à ce moment-là, mais si. Voilà. Et qui a donné un film qui est pas mal aussi. Il paraît que je n'ai pas vu. Celui-ci vient de sortir. Sandrine Collette, c'est une auteure qu'on connaît plus sur les romans noirs, les romans policiers. Et là, en fait, elle part sur un roman catastrophe. C'est en gros le déluge. L'eau a recouvert la planète et il reste que des personnes éparses, dont une famille. Et en fait, il va falloir quitter cette île. Sauf qu'ils sont trop nombreux et qu'ils ne pourront pas partir tous. Donc c'est comment on s'organise à ce moment-là. Celle-ci, elle est écossaise, Jenny Fagan. Alors là, c'est sur la glaciation. Voilà, on est en 2020 et en fait, on arrive dans l'âge de glace. Donc c'est comment une communauté de doudingues va s'adapter aux conditions extrêmes. Voilà. Alors après, donc ça c'était des romans adultes. Celui-ci, on est en fait sur du jeunes adultes, grands ados. Donc là, c'est sûr. Enfin bon, voilà. On est toujours c'est toujours des scénarios catastrophes. Hein. Je vous ai rien présenté de joyeux. Mais voilà, c'est comment encore une fois des jeunes vont s'organiser après une catastrophe climatique. Toujours sur du roman adolescent. Donc là, en plus, le résumé précise pas, mais l'Empire de Sable, c'est parce que justement les dérèglements climatiques a provoqué une désertification à certains endroits et donc il reste plus que quelques endroits qui permettent la vie. Et comment on s'organise dans ce cas-là après la catastrophe. On pourrait dire que ça reste quand même positif puisque finalement on s'organise après la catastrophe, donc il y a toujours une vie possible. Merci Alexandra. Je veux vous préciser, je reprends ma casquette de l'astronef, je veux vous préciser que le PowerPoint que vient de vous présenter Alexandra est disponible sur notre site astronef.eu. Donc si vous voulez retrouver les livres qui ont été présentés, les références, tout ça, pour pouvoir aller les acheter, vous connectez sur notre site et vous aurez le PowerPoint intégral qui vient vous être présenté. À toi Jacques. Alors, qui veut poser la prochaine question ? Estelle, tu avais une question ? Ah bon. Oui, j'avais prévu de poser cette question. Est-ce que la déforestation extrême est susceptible d'être responsable de l'apparition de phénomènes météorologiques extrêmes, justement ? Alors quand je dis déforestation extrême, je cite un témoignage qui m'a été laissé par quelques anciens de la montagne ardéchoise. Vous savez que la barrière des Cévennes est une zone où il tombe beaucoup d'eau. On a parlé avec l'épisode Cévenol tout à l'heure. Donc je prends la zone en gros entre l'Égual, des crêtes entre l'Égual et le Pilat, hein, je fais au sens large. Vous savez que l'Ardèche est séparée en deux parties. Une Ardèche septentrionale qui a un climat plus nordique et puis une Ardèche provençale qui a un climat plus sec. Et donc à la limite, donc à l'intersection de ces deux zones, donc la crête des Cévennes et puis de la zone frontière entre Ardèche septentrionale et Ardèche provençale, c'est un peu dur à dire, on a observé que lorsqu'il y avait des coupes systématiques de bois, donc lorsque les gens coupent sans jardiner, autrefois les anciens jardinaient toujours, c'est-à-dire qu'ils enlevaient les arbres les plus gros, ils essayaient d'en planter 3 à chaque endroit où un arbre avait été enlevé. Aujourd'hui, on coupe parfois sur 1 km de large avec des machines, ce qu'on appelle les batteuses, les porteurs, donc des engins qui sont venus du Canada ou des zones nordiques où il y avait moins d'influence. Donc dans ces zones, on s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, il y a une érosion du sol parce que le vent passe, la pluie passe à travers. Et les anciens disaient que dans ces zones où il restait des résineux, lorsqu'un résineux, par exemple un pin sylvestre fait 30 mètres de haut, il va résister, lui, par exemple à la chaleur, mais en plus, il va retarder beaucoup la descente de l'eau. Donc en fait, les phénomènes de glissement de terrain quand vous avez de gros orages. Et puis en plus, donc ça c'était le but de ma question, c'est que sur le moyen terme, apparemment les anciens disaient que ça, quand on gardait les arbres, enfin quand on gardait un minimum de peuplement, je dirais, de densité d'arbres, eh bien derrière on voyait moins de zones sèches au-delà de ces crêtes. Voilà, alors c'était ma question. Est-ce que cette déforestation extrême donc, est susceptible d'être responsable donc, de ces phénomènes météorologiques extrêmes dans notre région de Massif central ? Alors oui et non.
la déforestation ne joue absolument pas sur le phénomène météorologique lui-même. Un épisode Cévenol, ça prend naissance dans une dépression qui va se caler sur le golfe de Gênes, qui va provoquer une remontée d'air maritime avec chargé d'eau et chaud, qui va arriver sur les Cévennes et qui va provoquer sur les Cévennes une vitesse verticale, donc un abaissement de température, donc condensation, donc forte précipitation. Donc là, qu'il y ait de la forêt, qu'il n'y ait pas de la forêt, qu'il y ait n'importe quoi au sol, le phénomène va se passer. C'est la vitesse verticale impulsée à une masse d'air chaude, humide, instable, provoquée par les Cévennes dans une condition de positionnement des pressions sur la Méditerranée qui va provoquer le phénomène. Donc ces épisodes, lorsqu'ils sont très forts, ils débordent au-delà des Cévennes, côté Ardéchois, et ils vont même sur la Haute-Loire, au-delà, et ce qui peut provoquer une crue de la Loire avec un grand soleil à Saint-Étienne et la Loire qui monte d'un coup. Par contre, ce que tu as dit est vrai sur l'érosion. La première conséquence lorsqu'on coupe des arbres, c'est qu'à la première pluie orageuse, c'est qu'on va avoir le substrat du sol qui va partir avec la précipitation. Donc couper des arbres, c'est provoquer une déstabilisation du sol qui provoque des glissements de terrain, l'érosion et tout ça, oui. Mais ça ne joue pas sur le phénomène météorologique lui-même. Par contre, les arbres et les forêts sont des gros pourvoyeurs d'humidité dans l'atmosphère, d'eau dans l'atmosphère, puisque beaucoup de personnes voient un lac et disent « Oh là là, il y a un lac, on va avoir beaucoup d'eau ». C'est pas vrai, parce que le lac, la surface est plane et on a l'évaporation de l'eau sur une surface plane. 1 kilomètre de lac, c'est 1 kilomètre d'évaporation, c'est tout. Une forêt, c'est toutes les feuilles qui vont évapotranspirer. C'est-à-dire qu'elles vont évaporer et cette évaporation va être pulsée par la sève, par la vie de l'arbre qui renvoyait de l'eau dans l'atmosphère. Donc une forêt, c'est X 100 ou 200 ou 1000 même par rapport à un plan d'eau. Donc une forêt apporte beaucoup plus d'eau dans l'atmosphère qu'un barrage. Et quand des gens disent on a construit un barrage, ça provoque des brouillards et tout, c'est du pipeau. Parce que par contre, donc voilà, donc ça peut, mais sur un phénomène météorologique comme les épisodes Cévenol, non, la forêt elle-même, elle est transparente à ce phénomène météorologique qui est un phénomène de grande ampleur de circulation générale. Sur le plan technique, je vous écoute avec attention. J'admire un peu votre connaissance. Bonsoir. Alors moi j'ai plein de questions, mais je vais essayer de me retenir. Alors la question bête et candide, c'est quoi le SDIS? Je ne sais pas, parce que moi les sigles je les connais jamais. Et ensuite une autre question, deux autres questions à Jean. Il en a parlé beaucoup dès le début. C'est quoi un régime chaotique, dans la météo? Et il a beaucoup parlé des énergies mises en jeu. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'un ordre de grandeur, quelque chose qui nous parle un peu plus? Merci. Je vais avoir la réponse, le début de votre question en tout cas, je vais pouvoir y répondre. Non, le SDIS c'est simplement une collectivité, une organisation. Le service départemental d'incendie et de secours est une collectivité à gestion autonome qui est là pour répondre aux sollicitations en matière de risque et qui est sous la responsabilité double, en fait c'est un peu particulier. Le préfet et si on est dans une fonction régalienne, donc le préfet est responsable de la distribution des secours, relayé sur le plan local par le maire, qui lui est directement en charge de la sécurité de ses concitoyens. Mais la particularité du service départemental d'incendie et de secours, c'est qu'il est géré par un conseil d'administration dont la responsabilité revient au président du conseil départemental. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est le président du conseil départemental, c'est le département qui finance, et c'est le préfet, dans son rôle régalien, qui bénéficie de la compétence. Donc voilà, c'est une place de l'État particulier. Donc l'État se dit oui, j'assume la responsabilité de la distribution des secours, mais c'est le département qui le finance. Alors la mairie dans tout ça, par l'impôt indirect, par le prélèvement de l'impôt, la mairie va financer le service départemental d'incendie et de secours par une cotisation en fait par habitant. Absolument, sur la partie militaire, Marseille, Paris, effectivement, on est sur une organisation un tout petit peu différente, c'est deux particularités. Sinon, c'est l'échelon départemental.
Oui, oui, alors on a le service départemental d'incendie de secours, c'est en la Loire, c'est 2500 sapeurs-pompiers volontaires et 500 sapeurs-pompiers professionnels. Voilà, donc il faut le savoir, la notion de l'engagement citoyen qu'on évoquait tout à l'heure, 2500 sapeurs-pompiers dans la Loire sont sapeurs-pompiers volontaires. 80% des effectifs en France sont des sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, donc ça c'est aussi un élément qui est important. Bon, sur les deux autres questions, je te reconnais bien là, Gaouti, comme question un peu merdique. Bon, honnêtement, en termes de valeur exacte en joule, non, j'ai rien à te proposer. Sur le chaos, je pense que tout le monde sait ce que c'est. On a affaire à des phénomènes de chaos déterministes. C'est ce que j'essayais d'évoquer au niveau de la climatologie, c'est-à-dire que chaque événement qui se déroule n'a pas de relation directe avec l'événement précédent. Elle peut prendre toutes les valeurs, mais pas toutes les valeurs entre certains extrêmes. C'est ce qui passe dans le rail de la climatologie. Et il y a une partie déterministe en ce sens qu'on a une ligne appelée la normale en météorologie au sens non pas littéraire du terme, mais au sens de moyenne, qui fait que ces valeurs vont toutes se répartir autour d'une ligne. Et ce qui est intéressant de connaître, c'est les extrêmes, les rails dans lesquels se répartissent ces valeurs. Donc on a une évolution chaotique. Chaque événement est indépendant des autres et peut prendre toutes les valeurs, mais toutes ces valeurs vont rester dans ces lignes et vont faire, en définitive, des valeurs moyennes qu'on va retrouver à peu de choses près, qui évoluent à grande échelle, mais qui n'évoluent pas à courte échelle. Voilà, donc ça c'est pour le chaos. Sur les quantités d'énergie, alors je ne me rappelle plus les chiffres, je les ai peut-être su un jour et encore, mais peut-être, oui. Ce que je peux dire pour donner une idée, c'est qu'un nuage de base que vous voyez comme ça dans le ciel, d'abord c'est pas un objet, hein, c'est pas quelque chose qui existe en soi. C'est de l'air qu'il transperce, qui à un moment devient plus froid, donc condense. Au moment où il condense, vous le voyez, c'est-à-dire à partir de ce moment où la particule rentre dans le nuage, vous la voyez. Elle va laisser de l'eau condensée, elle va en sortir et par manque d'eau, elle va s'évaporer. Et vous allez voir dans le déplacement de l'air une forme se former, la partie condensée que vous voyez qui est le nuage. Ce n'est pas un objet en soi, un nuage. Ce n'est pas une enveloppe qui contient de l'eau. Et jamais, bon je le dis souvent, jamais aucun vent n'a poussé aucun nuage, puisque le vent transperce le nuage, et que dans ce vent-là, vous voyez une partie condensée. Donc c'est un phénomène d'optique, un nuage. Par contre, si on regarde la quantité d'eau qui est condensée dans ce qu'on voit, c'est plusieurs millions de tonnes. Lorsque vous voyez un gros cumulus tout blanc dans le ciel bleu, vous savez qu'il y a au-dessus de vous des millions de tonnes d'eau. Ça vous donne une quantité... Enfin, une idée de ce que ça représente sur le plan énergie, puisque ces changements d'état d'un corps, hein, passage de l'état vapeur à l'état liquide ou solide, hein, suivant la température, et donc prise d'énergie à l'extérieur, bref, on ne va pas faire les calculs, et puis je ne me rappelle plus des valeurs, mais c'est des valeurs qui sont colossales. On dit qu'un cumulonimbus représente en énergie fournie plusieurs dizaines ou centaines de bombes atomiques classiques militaires. Un seul nuage, pour donner un ordre d'idée, mais bon, j'aime pas trop ces images, moi. Alors moi, je ne sais pas, c'est pas vraiment une question, mais j'ai le sentiment que une fois que la catastrophe est arrivée, visiblement, l'être humain arrive à se mobiliser pour réagir. Vous nous avez vraiment bien parlé de la résilience, mais j'ai le sentiment que c'est plus difficile pour les êtres humains d'essayer de penser et de se fédérer pour que des phénomènes n'arrivent pas. Là, par rapport justement au changement climatique et aux effets de l'être humain. Est-ce que vous partagez ce sentiment que vous nous parlez aussi des gens qui se réinstallent? Donc finalement, eux, ils subissent, ils vivent le fait que leur maison, leur habitat est détruit. Et finalement, c'est presque plus facile de... Enfin, c'est un sentiment, mais je ne sais pas du tout si j'ai raison. Voilà, je ne sais pas. C'est peut-être en lien avec la question que j'ai eue tout à l'heure de votre part pour dire qu'est-ce que... on est peut-être dans une société un peu matérielle et effectivement avec le sentiment de la propriété
qui est un petit peu différent de ces endroits-là. D'abord, je crois qu'effectivement, ils vivent avec. Et donc, ils savent, comme on l'a dit tout à l'heure, que ça va arriver. Donc, on s'organise autour de ce phénomène auquel on ne cherchera pas forcément un responsable, mais simplement, on cherchera à passer l'événement, à passer le moment, qui n'est pas forcément sympa, mais on est peut-être un petit peu plus dans ça. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, s'en éloigner, eh bien, c'est se couper d'un certain nombre de ressources. S'éloigner, c'est se déraciner, c'est se couper du terrain sur lequel on produit. Et donc, du coup, c'est pas si simple que ça. Donc, quelque part, sur l'approche, pas philosophique, mais sur l'approche, le positionnement, en fait, par rapport à l'événement, on le subit pas. Je crois qu'on le subit pas. On le vit avec. On l'attend pas forcément avec impatience, mais quand il arrive, il passe et on se réinstalle, ou il passe et on redémarre, ou il passe et on continue finalement. Je crois que c'est peut-être ce positionnement-là. Nous, on a une position assez matérielle. On est sur de l'abri, très souvent, on est sur de l'abri très fragile. Vous savez, quand on travaille, nous, sur la réponse incendie, par exemple, qu'on travaille, c'est un autre domaine, mais on travaille sur de l'habitat léger avec une propagation et une cinétique relativement rapide. C'est-à-dire qu'à la fois, on travaille avec des flammes nues. Les gens font chauffer sur des flammes nues dans des maisons qui sont potentiellement un potentiel calorifique important. Et quand on explique le temps de s'organiser, qu'on mette traditionnellement des pompiers, une lance, c'est très technique, mais on s'aperçoit que ça marche pas, ça, parce que le temps de comprendre qu'il se passe quelque chose, d'alerter les secours, de les mobiliser, d'avoir de l'eau qui arrive, les maisons ont brûlé toutes, quasiment toutes. Donc on se dit, l'aspect curatif qui est souvent la réponse occidentale. Là, on est souvent sur, il se passe quelque chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand quelqu'un va tomber, le réflexe qu'on a, c'est pas forcément de s'approcher de la personne, mais c'est peut-être de prendre son téléphone pour se dire, c'est quoi déjà le numéro des pompiers ? Et je crois que ça traduit un peu ça. Aujourd'hui, on devrait se dire, avant de téléphoner, je vais aller voir si cette personne est vraiment en difficulté. Et peut-être que simplement, il s'est passé une petite chose, qu'elle va revenir dans un état normal et que j'aurai pas besoin de solliciter les secours. Et c'est peut-être ça la différence. Et donc on travaille par exemple avec beaucoup sur Madagascar avec les Fukutans, les quartiers à Madagascar, où on dit on va identifier le chef de quartier. La société est organisée, très bien organisée, certainement culturellement différente de nous, avec une organisation, un chef de quartier, il surveille les inondations, et c'est peut-être aussi celui qui a un extincteur chez lui, et que on va plutôt prépositionner des extincteurs chez ces gens, leur apprendre à utiliser l'extincteur, plutôt que tout de suite penser mettre un camion, des pompiers, les former, il faut du gasoil, il faut un mec qui sache conduire, il faut faire de la maintenance sur le véhicule. Ça marche pas très bien. On développe des pousse-pousse incendie à Madagascar, ça marche très très bien. Ça marche très très bien avec un petit peu de matériel, on monte sur le pousse-pousse, c'est une petite plateforme à l'arrière, ça coûte à produire, ça coûte 150 € et c'est très efficace. Il monte dessus, ça part, on est au contact très vite, on peut transporter une victime à l'arrière, ça suffit. Ça suffit, on ne crée pas une dépendance, on ne crée pas un besoin de gasoil, on ne crée pas un besoin de conducteur, on ne crée pas un besoin de mécanique, d'entretien, et on ne vient pas taper dans le budget de la mairie qui a du mal déjà à fonctionner. Donc on travaille beaucoup sur ça. Voilà, cette notion de ne pas créer un poids et cette notion d'impliquer les gens dans la propre réponse. On fait ça sur Bamako, on travaille avec les enfants des quartiers à Bamako, avec beaucoup d'enfants, donc avec notre structure sur place. Les enfants sont laissés un peu... sont en rupture, c'est enfants des rues, et en fait ils en réunissent comme ça, ils viennent une fois par semaine le samedi matin, ils leur donnent une petite chasuble qu'ils ont dans la poche, et en fait ils leur disent quand vous voyez quelque chose, vous mettez la chasuble et vous êtes un correspondant de sécurité, vous êtes un premier maillon de la protection civile. Et en fait on s'aperçoit qu'on leur donne des bases sur la gestion d'une victime, les gestes qui sauvent, se protéger ceux qui sont là, protéger la victime et alerter dans de bonnes conditions. Et en fait, on s'est aperçu que ça avait un rôle social énorme. Et en fait, ces enfants, ils viennent tous les samedis, donc on passe des messages, on passe des valeurs, on arrive à réintégrer quelques-uns dans le système scolaire, et ils se sentent responsables. Et quand il se passe quelque chose, je crois que sur Bamako, il y a 80 accidents de moto par jour. Oh, c'est comme ça. Voilà. Donc régulièrement, vous promenez et vous constatez un accident, une chute, et un accident de moto, ça peut faire 4 morts. Donc voilà, parce que on sent...
Bien sûr, oui, ça passe. Voilà. Et donc du coup, ils se sentent très impliqués et ils sortent la chasuble, ils savent ce qu'il faut faire, ils protègent. Et en fait, on a réintégré, enfin, sans prétention de ma part, c'est beaucoup les gens qui travaillent avec nous sur place, on fait de la réinsertion sociale à travers l'implication et la responsabilisation, voilà, se sentir utile, donner du sens, enfin, toutes ces choses-là qu'il faut on est un élément de la société, on se sent responsable, etc. Je ne nous trouve pas si éloignés les uns des autres, parce que vous nous dites qu'il y a 80 accidents de moto, et pour autant, je trouve qu'on se ressemble, parce qu'ils continuent à utiliser la moto, à monter plusieurs sur la moto, alors que finalement, c'est pas bon pour eux. Comme nous, on fait des choses qui sont pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas un jugement de valeur, hein, on est plus dans le fait. Hein. Voilà. Donc finalement, après discussion, je crois que... on fait un peu pareil. Oui, certainement qu'on partage, et vous avez raison, on partage des valeurs. Il n'y a pas le bon côté et le côté obscur de la force. On partage certainement des valeurs. Après, nos vies sont différentes, vous avez raison, mais vivre, c'est prendre aussi des risques. Mais je crois qu'effectivement, on partage des valeurs, et je crois que de plus en plus, la société occidentale se rend compte d'un certain nombre de choses. Et ces pays se rendent compte aussi d'autres choses, notamment de leur potentiel. Et ça a peut-être tendance, ces deux prises de conscience face à face ont peut-être tendance à réduire les différences. Oui, David, j'arrive. Oui, alors là, c'est plus global en fait, puisqu'on parlait des extrêmes. Alors, allons jusqu'à l'extrême. J'aime bien ce qui est un peu extrémum. Je trouve qu'en fait, l'homme, on est à l'âge du silicium actuellement. On est à l'âge du silicium puisque toute notre économie, notre vie tient sur les ordinateurs. Et puis l'électronique et l'électricité. Si on va jusqu'à l'extrémum, je me pose la question, et je pense que l'avenir de l'homme me fait un peu peur. C'est qu'on est de plus en plus fragile, on est même extrêmement fragile, on est même beaucoup plus fragile que les hommes préhistoriques. S'il se passe un phénomène incroyable, par exemple un orage magnétique, si on reçoit un vent solaire en pleine face, je ne sais pas comment on va pouvoir faire face à ça. Il y a déjà eu des cas au Canada où on a une extinction totale de quelques jours en fait d'électricité. Moi j'ai l'impression que là ce sont encore des phénomènes qui sont locaux, tout simples. Mais le jour où le soleil va nous balancer une belle protubérance, ou ça peut être un autre phénomène, vraiment beaucoup plus violent, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on ne se rend pas compte, on regarde pas, on a un avenir on tient vraiment entre deux gouttes. Et on est ultra fragile. Là, pour l'instant, les phénomènes sont locaux. Mais je doute vraiment d'un avenir de l'homme dans c'est sûr, c'est peut-être dans quelques siècles qu'on peut recevoir quelque chose de très très violent dans une dizaine d'années. J'ai l'impression qu'on fait rien. On se rend compte que si on coupe l'électricité, toute une ville va disparaître, alors qu'on pourrait avoir des maisons qui sont autonomes. On pourrait avoir plein de choses justement où on fait attention. S'il y en a un hiver dit nucléaire, si on fait pas ses courses dans une grande surface, on est foutu. La majorité des gens ne sont même pas capables de se faire un jardin. Donc je crois qu'en fait, la prochaine catastrophe sera peut-être pas un ouragan, mais ça va être beaucoup plus dramatique parce qu'on va se retrouver dans un climat où on n'aura plus d'eau, on n'aura plus d'électricité, il y aura plus d'ordinateur. Alors sans ordinateur, je ne sais pas combien de temps le monde peut vivre, mais voilà, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'en fait, l'extrême, c'est qu'un jour, on va avoir un climat, il va y avoir une catastrophe et qu'on n'est absolument pas... je ne sais pas si on est conscient de ça, mais en tout cas pas préparé du tout. Oui, c'est vrai que là-dessus, c'est difficile de se projeter là-dessus. C'est vrai que dès qu'on perd quelques repères matériels, on l'évoquait tout à l'heure, ça devient difficile. Vous savez, quand on prépare nos équipes d'urgence, alors je fais un parallèle qui est
J'essaie de reposer les pieds sur terre. Quand on prépare nos équipes d'urgence, en fait, on a des gens qui sont ici de grands professionnels. On travaille avec des médecins du SAMU, urgentistes, même chirurgiens, qui partent avec nous. Et la difficulté, c'est de se dire, on va se projeter dans un endroit où les communications seront difficiles, où on n'aura pas de courant, on n'aura pas d'eau. Et en fait, on s'aperçoit que c'est la plus grosse préparation. L'aspect professionnel, c'est des gens qui sont habitués à avoir beaucoup de choses. Mais en fait, la préparation à ce qui va se passer en termes de conditions, on échange beaucoup là-dessus et on travaille beaucoup en gestion post-traumatique avec des spécialistes pour que ce que l'on voit, ce qui se passe là-bas soit écrété un petit peu pour que ça soit pas un traumatisme trop profond. Mais vous avez raison, on travaille beaucoup nous sur vous allez partir et pendant 4 jours vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'eau, vous vous levez le matin, c'était notre cas la semaine dernière, et pour faire du café, faut d'abord récupérer du bois. Et puis après, il faut avoir un briquet. Après, il faut trouver pour faire chauffer de l'eau, etc. Et ça, c'est une grosse difficulté parce que la valeur matérielle est quelque chose qui est tellement importante chez nous que si on supprime quelques petits points de repère comme ça, on peut très vite déstabiliser les gens. Ouais. Et par expérience, je peux vous dire que ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite si les conditions de sommeil sont particulièrement difficile, si on mange pas à l'heure dite, si on peut vraiment déstabiliser. Et quand on fait de la formation, moi je travaille sur la formation des chefs de mission. Quand on prépare des chefs de mission à l'international, eh bien on travaille beaucoup sur la détection de ça, sur voir un gars qui se lave plus, c'est pas parce qu'on n'a plus de courant, c'est pour ça qu'il se lave plus, chez nous qui enlève plus les rangers, où on a du mal à faire manger toute l'équipe en même temps. Voilà, et après on travaille avec les chefs de mission pour détecter ces moments-là, ces situations-là, pour leur dire attention, quand vous détectez ça, que les signaux ils s'allument là, qu'est-ce qu'on fait? Stop, on dit au mec, demain matin à 8h, tout le monde en même temps on déjeune, je veux que tout le monde soit rasé et je veux que tout le monde ait changé de pantalon. Voilà, c'est des toutes petites choses, mais en fait on recale un petit peu, parce qu'on s'aperçoit qu'on dévie très très vite et on perd très vite nos repères quand on déstabilise quelques petits points. Et c'est par expérience, je peux vous dire que ça va très très vite et qu'après on perd la compétence et puis après on est dangereux pour l'équipe, on perd le potentiel de l'équipe, enfin plein de choses comme ça. Mais vous avez raison, on peut vite être très déstabilisé et sans pourtant que le phénomène soit majeur, quoi. Je voudrais vous donner aussi un avis personnel par rapport à ce que tu as dit et quelque chose qu'on entend aussi maintenant couramment, qui pour moi est une manière de se défausser de ce qui se passe. On entendit partout sauver la planète. La civilisation, l'industrialisation a fait que on est dans un processus de réchauffement climatique. Malgré les climato-sceptiques, c'est indéniable. Toute personne sensée a bien compris ce qui se passait. Et au niveau de la nature de la planète, elle en a tellement vu depuis 4,5 milliards d'années que ça pose aucun problème sur la planète Terre. Le vrai problème, il est de ce que vont en faire les hommes, qu'est-ce qu'ils vont réagir d'un côté ou s'adapter. On ne sait pas, mais c'est ça le problème par rapport à ce que tu disais. Et que je trouve que le fait de sans arrêt répéter sauver la planète, c'est une manière de se défausser et de ne pas prendre nos responsabilités qui sont qu'est-ce que les hommes, nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette évolution. Et donc c'est quelque chose, moi, que j'aborde, cette histoire de sauver la planète. La planète, elle vivra tranquille encore 4 milliards d'années sans problème. Mais nous, dessus, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. D'ailleurs, une parenthèse, Jean, les variations climatiques les plus importantes en intensité sont d'origine astronomique, on n'y pourra jamais rien, mais sur des cycles extrêmement longs que la Terre a déjà traversés. Simplement, nous, notre problème en tant que civilisation humaine, c'est sur une échelle de temps plus courte, et effectivement, quelques degrés pour nous, c'est important, mais pas pour la planète, oui. Ah oui, le cycle de Mankiewicz, c'est 110 000 ans. Milankovitch. Milankovitch. C'est 110 000 ans plus... mais il n'est pas impossible qu'on arrive à aller au-delà quand même. Hein. C'est pas exclu. Enfin, moi, tel que je vois les choses, je pense que c'est pas exclu qu'on fasse mieux que ce que la nature a fait et l'astronomie a fait et ce qu'il y a à suivre. Donc on a dit qu'il y avait potentiellement un certain nombre de problèmes qui pouvaient arriver, différents cataclysmes. Et est-ce qu'il y a des sites internet
comme on a les mauvais comportements, est-ce qu'il y a un site internet où il y a les 10 bonnes mesures à adapter, se mettre sous une table, rester dans la maison, etc. pour nous, mauvais citoyens qui ne savons pas comment il faut faire en fait? Alors oui, dans certains pays, il y a des tutos, enfin même sur Internet, il y a des tutos très bien faits, qu'on enseigne aux enfants comment se mettre sous la table quand ça bouge. Chez nous, le tremblement de terre, c'est pas vraiment le risque majeur. Ah oui, c'est sûr. Après, sur le tsunami, par exemple, ou des choses comme ça, se mettre en hauteur, mais ça va très très vite. Et puis la compréhension, vous savez, quand la mer se retire, beaucoup de gens se sont approchés pour ramasser des poissons, des choses comme ça, y compris des gens sur place. Après, les règles de se protéger, parce que ça va projeter, un cyclone, ça va projeter des tôles. On fait beaucoup d'accidents, nous, les toits qu'on a schématisé tout à l'heure sont des toits en tôle. Et en fait, sur les cyclones, on fait beaucoup d'effets missiles, c'est-à-dire que les tôles partent et en fait on a des coupures très profondes et on a des plaies avec le climat qui s'infectent très vite et en fait très souvent on fait à la base ce qui pourrait être c'est des plaies et qui s'infectent et qui durent, etc. Donc très souvent nous on dit se protéger de l'effet missile, des effets missiles, se protéger de l'eau en se mettant en hauteur. Si sur un tremblement de terre, se mettre à l'abri et surtout pas réintégrer les locaux parce qu'on a des secousses successives sur des bâtiments fragilisés, donc pas réintégrer les locaux. Et c'est pas évident de vivre en dehors de sa maison, etc. Mais on conseille ce genre de choses. Après, il y a sur la partie cyclone, tsunami, tremblement de terre, il y a un certain nombre de mesures comme ça qui sont même enseignées avec des choses très 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 évidentes finalement. Se mettre à l'abri, voilà. J'ai une deuxième question. Tout à l'heure, on a dit que les phénomènes ne traversaient jamais l'hémisphère. Est-ce que c'est parce qu'il fait trop chaud au pôle? Les phénomènes climatiques? Non, c'est lié à la rotation de la Terre. Les deux phénomènes sont totalement disjoints par la ligne de l'équateur météorologique, pas l'équateur géographique, qui n'est pas le même, donc qui varie sans arrêt. C'est ce qui définit les tropiques. Je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de l'inclinaison de la Terre, l'équateur météorologique est à 23 degrés d'un côté et il passe de l'autre côté. Mais les phénomènes météorologiques se créent en fonction du maximum d'énergie reçue à l'équateur météorologique et le minimum au pôle. Donc cet échange se fait de l'équateur vers le pôle d'un côté et après de l'autre. Et donc cette ligne est vraiment une ligne absolue. Il n'y a pas de phénomène qui s'y passe. D'ailleurs, comme c'est la zone la plus chaude, c'est la zone qui est la plus ascendante. C'est-à-dire qu'au niveau de l'équateur, l'atmosphère a une vitesse verticale très importante et permanente, puisque l'air est plus chaud. Donc il monte, il est bloqué par la tropopause. Donc arrive à la tropopause, il devient très froid. Il y a en moyenne moins 56 degrés à la tropopause. Au niveau de l'équateur, c'est plutôt moins 70. Donc on a un mouvement vertical qui va d'un côté et qui est rejeté sur les zones subtropicales, qui devient subsidant, descendant. Et c'est là d'ailleurs où se trouvent tous les déserts de la planète. Parce que l'air est chaud au sol, il est ascendant au niveau de l'équateur, donc il se refroidit. Donc il y a de fortes précipitations. C'est à cet endroit qu'il pleut le plus de la planète, c'est à l'équateur. C'est les zones où les précipitations sont les plus fortes. Nos moyennes pluviométriques sont ridicules par rapport à celles qu'on trouve là-bas. Cet air où l'eau est tombée au sol, qui s'est refroidi à moins 70 et bloqué par la tropopause, va redescendre au-delà des tropiques. Elle va se réchauffer, donc pouvoir garder beaucoup plus d'eau, sauf que toute l'eau est tombée au niveau de l'équateur, donc il n'y a plus d'eau. Et donc on se retrouve dans les zones subtropicales avec des déserts. Les déserts sont des constructions météorologiques liées à la circulation de l'atmosphère sur la Terre. Et donc le mouvement va bien de l'équateur vers son pôle et pareil de l'autre côté. Donc on a une zone où il pleut beaucoup à l'équateur, une zone où on a des anticyclones d'air froid, les anticyclones c'est de l'air froid qui forment des déserts, et une zone où après, qui nous intéresse nous, les zones tempérées, où on a une circulation discontinue entre les deux. Et c'est symétrique de l'autre côté, sauf comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Jacques qui l'avait mis en clin d'œil dans son...
au niveau de l'hémisphère sud, il y a moins de continents qu'au niveau de l'hémisphère nord, et donc ça tourne plus vite, parce qu'il y a moins de frottements liés au continent. C'est pour ça que c'est dans l'hémisphère sud qu'on trouve les 40e rugissants et les 50e mugissants, parce qu'il n'y a pas de continent pour arrêter la circulation atmosphérique, et on a des vents réguliers continus beaucoup plus forts. Jean, il y avait une dernière question. Il y avait une dernière question, Jean. Et Oui. puis après on. Et puis après on arrêtera parce voilà. que on a des. Ouais. Et avant que tu remercies nos partenaires, je rappellerai pour le mois prochain ce que c'est. Tu veux. Une petite question pour le S10. Est-ce qu'il y a une équipe qui est vraiment dédiée aux interventions, ou c'est tout le monde qui doit intervenir, ou est-ce qu'il y en a qui sont vraiment spécialisés pour les opérations extérieures? Oui. Oui. Alors, dans le champ de responsabilité d'un service départemental d'incendie et de secours ne figure pas l'action internationale, puisque par définition, la collectivité a été créée pour répondre à une problématique locale directement des citoyens et des gens qui sont sur le territoire défendu. Par contre, effectivement, il existe des équipes des spécialisations et des projections possibles sur l'international, donc avec des équipes qui sont aux normes des Nations Unies, qu'on appelle des l'INSARAC, avec des équipes des Search and Rescue, des équipes calibrées sur des normes internationales. Mais la vocation d'un SDIS, c'est pas à la base de répondre à l'international. C'est pour ça que l'armée, les dispositifs Paris ou Marseille ont des éléments projetables. Les USC, les unités d'instruction de la sécurité civile, nos gens le retrouvent, Brignoles, Corté, ont la possibilité de se projeter à l'international. Nous aussi, on a la possibilité de le faire sur de l'expertise, parce qu'on a des niveaux d'expertise qui font qu'on est sollicité aussi à ce titre-là. Mais la dimension des associations, associations comme nous, des ONG, est un échelon qui est très vite projetable, qui est très mobile, et en fait, beaucoup d'ONG sont projetées comme ça, sont composées de sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, médecins, etc., et se projettent comme ça, grâce à leurs compétences, se projettent à l'étranger. Bien sûr. Nous, alors, on a des gens qui sont spécialisés dans différents domaines, et sinon, nous, on a une équipe, mais à l'échelon de l'ONG, on a 5 agents qui sont projetables en permanence. Pas toujours les mêmes, mais comme je le disais tout à l'heure, en cas de situation particulière, on anime une cellule de crise, et dans les 36 heures, on a une équipe de 5 qui peut partir. Alors ça, je ne vais pas débattre parce que c'est un peu long en termes d'organisation. Le principe de base, il est simple. C'est que nous, on fonctionne avec des gardes. Donc aujourd'hui, je suis de garde pendant 24 heures. Après, peut-être que je ne travaille pas demain, j'ai une autre garde, etc. Pour mobiliser 5 personnes qui sont capables pendant 15 jours de partir, ou 10 jours, ou 12 jours, eh bien en fait, si vous partez, moi je vais prendre vos gardes. Et quand vous rentrerez, vous me rendrez les gardes. Et voilà, donc en fait, on a des dispositifs de glissement comme ça qui font qu'en 3 heures, eh bien, on s'organise. Ce coup-ci, c'est vous qui partez, on prend tous les 3, on vous prend vos gardes, on vous libère 12 jours, et ça peut se faire très rapidement. Et en fait, on travaille comme ça. Les médecins du SAMU fonctionnent comme ça. Et en fait, on arrive à constituer des équipes de façon ultra rapide, et avec un départ qui se fait en général dans les 36 heures. C'est le maximum, quoi. Et comme ça, on peut projeter. Alors, soit l'équipe est constituée complètement, sachant qu'on n'intervient pas pour n'importe quoi. On parlait tout à l'heure du Japon. On a décliné, nous, parce qu'on n'a pas de compétences spécifiques en termes radiologiques. Pas à ce niveau-là en tout cas, mais donc il y a toujours une étude de faisabilité. Qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à nos compétences? Si on y va juste pour faire de la présence, ça marche pas. Si on y va juste pour se faire voir, ça marche pas. On essaye de partir avec en étant en capacité de répondre aux besoins identifiés. Donc si on n'arrive pas clairement à identifier les besoins, on envoie ce qu'on appelle les voltigeurs. On envoie deux agents, un médecin et un chef de mission. Ils partent sur place et ils vont s'ancrer sur place. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, et ensuite un contact. Ok, on va pas plus loin parce que on n'a rien à faire, ou alors on veut des renforts dans tel et tel domaine, etc. Donc voilà.